Autour du cœur solide de la Terre, gravite une ceinture de roches en fusion qui, au rythme des temps géologiques, expulse vers sa surface la chaleur et la pression excessive. Ce sont les points chauds de la planète. Bloquée par la fragile croûte terrestre, cette énergie à 1300 degrés se répand sur des milliers de kilomètres carrés. À cette profondeur, les conditions de pression et de température sont réunies pour faire fondre la roche. Le magma commence alors son inexorable ascension. Il faudra des millions d'années pour que le volcan sous-marin forme une montagne de 4000 mètres de hauteur et finisse par crever la surface de l'océan. Lentement, l'île Vierge dérive sur sa plaque et son volcan s'éteint. Mais à l'aplomb du point chaud toujours actif, d'autres îles naissent. Chacune d'elles devient un marqueur du temps géologique si difficile à appréhender par l'homme. Depuis 75 millions d'années, les points chauds du Pacifique ont donné et donnent encore naissance à des chapelets d'îles que l'on nomme aujourd'hui la Polynésie. La plus récente des terres conquises par l'homme, grâce à la remarquable capacité des Polynésiens à se diriger en observant les étoiles. Si sur la planète, les points chauds sont répartis au milieu des océans, c'est en raison de la plus faible épaisseur de la croûte terrestre à cet endroit qu'elle ne l'est sous les continents. Au sommet du triangle polynésien, Hawaï, au cœur du Pacifique, représente parfaitement ce point d'origine. Nicolas Hulot gravit les derniers mètres qui le séparent de la gueule béante du Pu'u, l'un des nombreux cratères du Kilauea, le plus actif des volcans d'Hawaï. C'est une grande chance d'avoir l'occasion comme ça de marcher quasiment en toute sécurité sur un volcan, évidemment de surcroît un volcan en activité. Quand on peut poser la main à la surface, sentir quasiment le pouls de la planète et en tout cas sa température interne, ça change définitivement le regard que l'on porte à celle-ci. Elle apparaît peut-être un peu exagérément comme un organisme vivant. Quoi qu'il en soit, ça met en relief deux notions, la notion du dérisoire et de l'aléatoire. Dérisoire parce que tout paraît dérisoire comparativement à cette colossale énergie emmagasinée depuis 4,7 milliards d'années, depuis la création de la Terre. Aléatoire, car quand on voit qu'à quelques endroits, nous ne sommes séparés des poches magmatiques que d'une infime écorce terrestre, on se dit que définitivement, la vie à la surface de la Terre ne tient qu'à un fil. Bonsoir, Ushuaïa Nature, dans les îles du Pacifique, mais pas n'importe quelles îles, ces îles volcaniques qui se sont forgées au fond des océans, mètres cubes de lave après mètres cubes de lave, loin des continents, comme l'île de Hawaï dans l'archipel du même nom, ou l'atoll de Rangiroa dans l'archipel des Tuamotu, où nous finirons probablement tout à l'heure notre périple. Entre ces deux îles, ce sont plusieurs millions d'années de processus géologiques. C'est à ce processus que nous allons nous intéresser ce soir, et puis toute l'évolution biologique qui est associée, l'évolution et surtout l'adaptation merveilleuse de tous les organismes qui ont profité du support que leur offraient ces îles en plein milieu des océans. Nicolas rejoint Jacques-Marie Bardantsev, volcanologue de renom.
Aux commandes de l'hélicoptère, David Okita, un expert du pilotage au-dessus de ce chaos. À l'arrière a pris place Don Swanson, qui possède une inestimable expérience des flancs de ce volcan dont il est le responsable scientifique. Ensemble, ils vont tenter de prélever la lave au plus près de son état magma. Situé à 4000 km des côtes californiennes et presque autant de la Polynésie française, Hawaï, l'un des archipels les plus isolés du monde, étire ses 120 îles et îlots sur plus de 600 km. Étoiles nées de la mer, montagnes de lave habillées de corail et frangées d'écume, elles sont les mondes d'hier et de demain. On a l'impression que ce paysage est éteint et figé. Et puis de temps en temps, l'on perçoit des laves rougeoyantes ou quelques ouvertures, c'est-à-dire des tunnels de lave qui se sont ouverts et l'on devine la lave fluide couler à flot en dessous de cette surface. Et différentes fumerolles trahissent également l'activité sournoise sous ce volcan. Et à notre gauche, une magnifique rivière de lave. Oh là là, ça c'est magnifique. Grand spectacle. Ça va vite, hein? Oui, effectivement, on assiste vraiment à la naissance d'une très longue coulée qui commence une aventure de plusieurs kilomètres. Et peut-être cette lave qu'on voit naître sous nos yeux va atteindre dans quelques jours l'océan et donc contribuer encore à l'édification de la grande île d'Hawaï, Big Island. Le sommet le plus haut de la grande île, c'est le Mauna Kea, 4200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais ce volcan, évidemment, se prolonge sous le niveau de l'océan pour aller jusqu'à la plaque océanique de 4800 mètres, ce qui fait que c'est un volcan de 9000 mètres de hauteur, 9000 mètres depuis le fond des océans. Mais si l'on compte que ce plancher océanique s'est affaissé sous le poids et la masse de ce volcan, il y a encore 9000 mètres de volcan enfoncés dans la plaque océanique, ce qui veut dire que le magma et ses forges gigantesques ont sécrété une montagne de 18 km de hauteur. Et l'on a du mal à imaginer que l'on survole actuellement le plus grand volcan du monde, mais de surcroît la plus grande montagne de la planète. Oh là là, Nicolas, c'est le Makau Pui Krater. Pourquoi tu t'es arrêté? C'est le Makau Pui Krater. Donc voilà, le pilote nous fait une surprise de petite descente en radada. Donc voilà, c'est un effondrement de plusieurs dizaines de mètres, témoin de l'activité de ce volcan. Et voilà, donc on remonte maintenant, petite secousse. Là, c'est un décor qui est incroyable, hein, parce que on voit bien ces troncs d'arbres pétrifiés. En fait, c'est la lave, c'est tout simplement enroulé autour des arbres qui ont brûlé à l'intérieur. Et puis du coup, ça a laissé un vide. C'est l'empreinte des arbres. Et cette surface où la végétation commence à reprendre un peu ses droits est un paysage très insolite. Ah, il y a une belle rivière à droite aussi, tu vois. Ah oui, alors celle-là est très différente. Là, c'est plus une rivière, c'est carrément un fleuve de lave qui vient de surgir des flancs du cratère où nous étions tout à l'heure. On est à 80 mètres de hauteur et l'on perçoit
le rayonnement de cette lave, les températures en dessous doivent être épouvantables. Voilà Nicolas, ici on observe le front de la coulée. Tu vois, elle avance un peu comme une chenillette, c'est-à-dire que ce qui est dessus passe dessous, ça avance doucement et ça s'éboule. On comprend que ça va faire des blocs qui après ne seront pas soudés entre eux. C'est vraiment une auto-chenillette volcanique. Ouais, c'est très impressionnant. Hein. Là, ça prend des proportions qui fascinent et terrifient à la fois. C'est attenable. Attenable. Tu vois, Nicolas, la coulée va à peu près aussi vite que nous, tu vois, ça va prendre une idée de la vitesse. Donc 24 km à l'heure. Il a l'air chaud là-dessous. Ah ouais, là, ça devient la limite du supportable. Là, on est au front de la coulée. Hein. On ne peut pas être plus près. Effectivement, il faudra faire attention d'ailleurs parce que régulièrement des blocs incandescents se dégagent. Chaleur. Là, la chaleur est quasiment intenable. C'est malade, ces volcanologues. Ça soulève. Oh, regarde, attention. Voilà. Il y a des soulèvements de blocs. Il y a un bloc avance. Il y en a derrière nous. Voilà, attention quand même. Alors, soit, Nicolas, tout à l'heure, on avait une coulée unique qui était canalisée par des levées. Puis brusquement, celles-ci se sont effondrées sous le poids de la lave, ce qui fait qu'à plusieurs endroits, des coulées adjacentes sont parties. On en voit 4 derrière nous qui, donc, à nouveau, reprennent cette pente raide qu'on appelle le pali. Donc, ce qu'on va voir maintenant pendant plusieurs heures, c'est des successions de coulées rapides qui vont aller les unes sur les autres et qui vont venir mourir à nos pieds sur cette partie plus plane. Que quand la coulée aura assez d'énergie, assez de chaleur, peut-être qu'elle va entreprendre enfin un voyage en direction de l'océan. Don, quelle épaisseur elle a la lave ici? Lava is perhaps 2 meters deep or so, and at its deepest, it isn't flowing very quickly, however, so it would take several days to get out to the ocean if it lasted. L'idée que la lave là, fait juste 2-3 mètres d'épaisseur. Voilà, attention, Qu'elle Nicolas. coule assez lentement Voilà. et qu'il lui faudra probablement 6 ou 7 jours pour atteindre l'océan. C'est un événement habituel pour vous? Cette coulée de lave est plus grosse que d'habitude, et on en voit une comme ça que très rarement. Mais même celle-ci a une durée de vie plus courte, et la plupart des coulées ne durent que quelques heures, puis elles meurent. On a eu beaucoup de chance de voir celle-ci. Nicolas et Jacques-Marie ont laissé Don Swanson à ses relevés topographiques, car chaque coulée importante modifie évidemment les cartes. Ils gravissent seuls les derniers mètres à la recherche de la source incandescente idéale. Ça, c'est un spectacle qui est quand même rare. Ces veines de lave, comme le sang de la terre qui s'épanche à sa surface. Qu'est-ce qu'il faut comme conjugaison de facteurs pour que le magma perce ou apparaisse à la surface de l'écorce terrestre? Parce que la Terre est formée de gigantesques plaques tectoniques et que ces plaques viennent parfois en frottement, en chevauchement ou éventuellement en écartement, et que sur ces zones de frontières de plaques, il y a une activité volcanique assez intense. Le plus bel exemple, le plus connu, c'est la fameuse ceinture de feu du Pacifique, mais ce n'est pas le seul moment où on peut avoir du volcanisme.
où effectivement la plupart des volcans sont situés à la frontière de deux plaques, on les appelle interplaques, mais il y en a certains qui sont originaux, qui sont au milieu d'une plaque, on les appelle intraplaques. Eh bien, Hawaï est typique d'un volcanisme intraplaque. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'en profondeur, le manteau est un petit peu plus chaud que d'habitude et c'est suffisant pour qu'il fonde. Alors de ce manteau solide va naître du magma liquide qui, plus léger, va monter vers la surface jusqu'à ce qu'il jaillisse sous nos pieds. C'est un peu comme un chalumeau qui perce l'écorce terrestre et comme cette plaque dérive, eh bien, au passage, il crée plusieurs volcans. Celui-ci est en train de se former. Ceux qui sont plus au nord-ouest ont été formés autrefois. Ceux qui sont très loin au nord-ouest ont été formés dans l'ancien temps et sont en train d'ailleurs de s'engloutir petit à petit dans l'océan. Et au sud d'ici, il y a un volcan qui n'a pas encore émergé, qui lui sera probablement une île dans quelques centaines de milliers d'années. Voilà, exactement. Il y a le Seamount, c'est-à-dire le mont sous-marin Loei, qui est situé à 30 km au sud-est d'Hawaï, et finalement qui est à moins 960 mètres. On peut donc penser que d'ici quelques dizaines ou centaines de milliers d'années, il va sortir, former une île. Ça sera lui qui sera le témoin du point chaud. Il y a les arbres qui tombent. Qui brûle, oui. Le côté paradoxal des volcans, c'est que ça peut semer le désastre, mais ça a aussi semé la vie, parce que si on est une planète avec une telle qualité d'atmosphère, c'est globalement grâce aux volcans. Oui, effectivement, c'est les premiers temps de la Terre. Les volcans étaient de gros pourvoyeurs de gaz carbonique et ont donc créé notre atmosphère en partie. Ce qui a permis l'avènement du végétal, puis de l'animal. Puis de l'homme. Donc on leur doit beaucoup. Voilà, on a les fameuses deux types de coulées de lave. Hein. C'est exceptionnel, donc le Paoi, le fluide, le lisse devant, et le Haa, le rugueux, le scoriacé. En fait, les Hawaïens le distinguaient, il y en a une, ils pouvaient marcher pieds nus dessus, c'est celle-là. Une fois refroidi. Oui. Et l'autre, on voit bien que c'était impossible de marcher. Même refroidi. En tout cas, ça c'est très net la manière dont ça solidifie En corde. en corde. Rivière de lave après rivière de lave pendant des centaines de milliers d'années, l'île d'Hawaï grandit. La coulée observée par Nicolas et Jacques-Marie s'est déjà solidifiée en surface. La nuit aura suffi à transformer le visage minéral sans cesse bouleversé. Le lendemain, le paysage est méconnaissable. En fait, ce qu'on appelle les skylights, c'est tout simplement des tubes de lave qui se sont ouverts, quoi. C'est un accès à la tuyauterie. Exactement, à la plomberie magmatique. Et donc, d'une part, la lave voit le ciel, sous le nom de skylight. Et nous, on va avoir la chance d'avoir une lucarne sur la lave qui est très proche de son état magma. Cela, on ne réalise pas, mais sous nos pieds, à peine quelques mètres, il y a probablement des rivières, Il y a tout des un réseau, torrents de lave. il y a tout un réseau de tuyaux avec de la lave qui circule et qui ressort par moment. C'est un peu chaud par ici, ce qui signifie qu'il y a peut-être de la lave sous nos pieds. Mais je ne vois pas de skylight. On ne doit pas être très loin. Ça commence à chauffer fort. Là. C'est quand même un paysage de chaos absolu. Hein. Ouf. Whoa! Oh, this one. Nous avons de la chance. Regardez ça. Et ça, c'est très impressionnant. Parce que c'est là qu'on prend conscience sur quoi on est en train de marcher
On a un peu l'impression d'ouvrir une trappe comme ça sur les entrailles de la Terre. Je crois qu'on peut essayer de faire un prélèvement de lave dans ce tube, parce qu'elle n'a pas encore trop refroidi sur cette partie du Poo. Quel est l'intérêt de faire un prélèvement ici plutôt que quand la lave sort à l'extérieur? L'intérêt, pour bien comprendre la magmatologie, c'est de prélever la lave le plus près possible de son lieu d'émission. Ça, c'est de la lave ou du magma? C'est déjà la lave, mais cette lave est vraiment l'approche la plus près possible du magma, de l'état magma. Parce que normalement, la lave, c'est une fois que le magma est sorti à l'air libre. Le magma, c'est en profondeur, le magma sort sous forme de lave ou bien de cendre, et bien sûr, dès qu'il sort, la température étant différente, il se transforme. Et bien sûr, nous, volcanologues, on cherche à retrouver ce magma originel, qui est la carte d'identité du volcan. C'est un peu comme si on allait pêcher en rivière. What kind of fish? Quel genre de poisson? Du poisson cuit. Vous avez déjà vu des Inuits pêcher à travers la glace? Mais alors c'est la première fois que je vois un volcanologue pêcher dans un skylight. Entendu le flop Ça mord. Jordan dit il y a une chance sur deux de prélever un bon échantillon et une chance sur deux de perdre son instrument dans le lavatube. Souvent ça s'accroche. You lost it? Yep. You need some help? Yeah, I think it's hung up. 1, 2, 3. No. Alors en fait, Don attend que ça refonde un petit peu pour essayer d'avoir un peu de mou et réessayer de récupérer la. Just let it sit there for a while. Rien ne sert de s'épuiser au milieu des gaz asphyxiants, transformés en acide sulfurique au contact de la sueur. Les 1100 degrés de la lave vont faire fondre l'extrémité du premier câble d'acier plongé dans le skylight. Le second essai sera le bon. Il a sorti donc la lave, l'a trempée dans de l'eau froide, donc l'eau bien sûr a crépité. Et là, il y a autour du câble une gaine de lave qui est vitrifiée immédiatement, qui est donc un échantillon qui pour nous est intéressant parce qu'il est très primitif. C'est une poignée du magma. Il y en a très peu, mais je crois que ça suffit. C'est un tout petit poisson. Oui, vraiment petit. Mais parfois, ce sont les meilleurs. Good. Alors voilà ici donc les échantillons obtenus. C'est tout à fait suffisant pour une analyse chimique. Ça, c'est un prélèvement de sang de la Terre, quoi. Voilà, Hein? exactement. Une analyse sanguine. Maintenant, ça part au labo et on va voir dans quel état il est. C'est chaud, ça? Ça va, maintenant ça va. Un morceau de verre pur. It's almost pure glass. C'est pratiquement du verre pur. On descend voir plus loin, Jacques-Marie. On va laisser D'accord. Don. Allez, ok, thank you, Don. See you later, Don. See you later. Okay, thanks for helping me. Prends ton sac, peut-être, je sais pas où il est. Oui. Et juste à côté. T'attends plus bas, là. Ok. Ça passe par là. C'est par là. C'est bon. Fais gaffe, là, tu es juste sur le skylight. Absolument. Donc on va passer ailleurs. C'est bon. Difficile. Je trouve que ça glisse. En plus, c'est mouillé. Hein. Alors la lave mouillée glisse beaucoup. Voilà, il faut quitter cette zone qui est pas stable du tout. Nicolas et le scientifique atteignent la côte après avoir suivi le flot de lave. C'est ahurissant de voir que, au milieu de ces grandes pléthores de lave, il y a quelques parcelles végétales qui ont été miraculeusement épargnées du feu, comme ici, là-bas. Et là-haut, ça continue à brûler, là, d'où on vient. Et là, on se rend compte, sous nos yeux, d'un phénomène géologique généralement qui est difficilement perceptible à l'œil. En 4 années,
l'île s'est agrandie à peu près de 17 hectares. 17 hectares supplémentaires, ce qui prouve bien que l'île n'a pas fini sa croissance. Absolument. Et alors le plus frappant, c'est que dans les moindres failles, la végétation commence déjà à se réinstaller. Et ça paraît étonnant parce qu'on a le sentiment, Jacques-Marie, quand on voit la consistance de la lave, que le sol est stérilisé à jamais et pas du tout. Ben non, parce que justement, Nicolas, si on regarde ces fragments, on voit que des petits fragments de lave très fragiles peuvent être facilement cassés par le vent. Et ces fragments, justement, ils tombent dans les fissures et ils s'accumulent. Et en plus, ils sont extrêmement poreux, donc ils retiennent toutes les gouttes d'eau. Donc il y a de l'humidité, des petits grains rocheux, du soleil, de la chaleur. Tout ça s'accumule au fond et ça reforme un petit substrat. Un début de sol. Et puis en plus, les cultivateurs savent bien que certains éléments minéraux comme le potassium, comme le phosphore sont utiles aux plantes. Et bien justement, ce petit morceau, c'est un engrais naturel. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que le végétal puisse se développer et croître harmonieusement. Et ça se fait assez rapidement parce que ça, ce sont des coulées de lave un peu plus anciennes qui doivent avoir à peu près une trentaine d'années et on voit déjà que la forêt Tout à fait, ouais. a repris ses droits. Bon. Voilà, c'est très visible. Une rangée de fougères, juste dans cette petite faille. Les fougères, c'est des plantes pionnières. Choc des titans, l'océan se confronte avec la terre ferme. Pour l'instant, c'est l'île qui a le dessus, mais lorsque l'activité volcanique va peu à peu décliner, à ce moment-là, l'érosion fera son œuvre et progressivement, l'île va se réduire. Et en même temps qu'elle va dériver sur cette plaque tectonique, elle va petit à petit être engloutie par l'océan, comme l'atoll de Rangiroa en Polynésie française, plein sud, pour passer l'équateur et descendre encore quelques milliers de kilomètres. Il y a 1600 ans, les Polynésiens avaient fait ce voyage dans l'autre sens pour découvrir Hawaï. Ils venaient du cœur culturel et ancestral de la Polynésie, en plein centre du Pacifique. Ces îles font aujourd'hui partie de la Polynésie française et l'archipel de la société concentre à lui seul l'ensemble des étapes géologiques de la naissance d'une île à sa disparition. Mehetia, la plus jeune d'entre elles, a 30 000 ans. Ce modeste volcan surgit des profondeurs, cache en réalité un gigantesque point chaud. Sous ce petit cône recouvert de végétation, le volcan sommeille. Ici, Tahiti et Bora Bora ont surgi des flots il y a des millions d'années, puis ces îles ont dérivé vers le nord-ouest à raison de 10 cm par an. Accrochée à la plaque pacifique, Tahiti, comme toutes les îles de la Polynésie, poursuit sa dérive tout en plongeant dans l'océan. C'est ce que l'on appelle la subsidence. À l'origine, Tahiti culminait à 4000 mètres. Son sommet n'est plus qu'à 2200 mètres aujourd'hui. Mais ce que l'île a perdu en taille et en altitude, elle l'a remplacé par le sublime, sculpté par l'érosion et habillé d'une luxuriante végétation.
Nicolas a retrouvé Laurent Balesta, biologiste marin et spécialiste des poissons lagunaires. Manu, le pilote, est un remarquable pêcheur de Maupiti. Ces bateaux sur lesquels on est, qui sont typiquement polynésiens, on les appelle des marara, ce qui veut dire poisson volant en tahitien. Poisson volant parce qu'avec cette barre, comme il a Manu qui m'a dit, il peut prendre un virage à 90 degrés comme un poisson volant. C'est quoi le nom véritable du poisson volant? Après 1 heure de navigation depuis Bora Bora, Maupiti est en vue. Mais son accès s'avère compliqué. L'unique passage est bloqué par les déferlantes. Il y a quand même toujours un côté très émouvant quand on arrive comme ça en vue d'une île comme celle de Maupiti. À peu près la même émotion quand on arrive dans le Sahara après une longue méarrée et qu'on tombe sur une oasis. Et d'ailleurs, c'est à peu près la même chose parce que... Du point de vue biologique, c'est un peu la même chose. Il faut imaginer quand même où on est. On ne peut pas être plus au milieu du plus grand océan de la planète qui est le Pacifique. Et imaginez qu'autour des archipels de la Polynésie, sur des milliers de kilomètres jusqu'à Hawaï, d'où l'on vient, c'est sur un plan biologique quasiment un désert, quoi, voilà. Et ces îles, ou les atolls que l'on visitera plus tard, font quand même figure d'oasis extraordinaire, car il y a une exubérance de vie en contraste par rapport à la pauvreté de l'océan du large. Et alors, là où les vagues viennent déferler et écument, eh bien ça matérialise cet anneau de corail, cette production incroyable qui a succédé à la production volcanique, et c'est lui qui, progressivement, compense l'érosion de l'île. Un petit animal de quelques millimètres à quelques centimètres qui pourtant fait des édifices visibles de l'espace, et en l'occurrence ici, capable de construire de véritables barrières, on appelle ces récifs barrières à juste titre, surtout quand on voit la puissance des vagues qui s'écrasent contre ce récif, et qui d'ailleurs l'endommage énormément. Mais l'avantage, c'est que là, on a affaire à des constructions biologiques. Donc en fait, en même temps que le récif est brisé, s'érode avec la puissance de la houle et des vagues, et bien en même temps, il est compensé toujours par plus de constructions biologiques. Et donc le récif continue de croître et se maintient juste sous la surface. On voit très bien le récif par moment à nu, entre deux hauteurs de vagues. Là, regarde derrière. Ouais, là, c'est bien fait. C'est impressionnant. Alors, lieu stratégique dans toute cette couronne de récifs, et c'est vrai plus tard pour les atolls, qui permet tous les échanges entre le lagon et l'océan, entre l'océan et le lagon, ce sont ces fameuses passes dont profitent évidemment les Polynésiens et toute la vie de l'île. Et ces passes sont un peu l'emplacement des anciens estuaires de rivières. Et d'ailleurs, plus une île est vieille, moins elle a de passes, parce qu'au départ, l'île haute a énormément de vallées, énormément de fleuves, qui font autant d'endroits où le corail ne peut pas se développer. Le corail ne se développe pas s'il y a trop de douce, s'il y a trop de turbidité dans l'eau, trop de dépôts de sédiments. Et en fait, au fur et à mesure que l'île s'enfonce, eh bien, le récif est quand même dans des conditions plus favorables et certaines passes ont tendance à se combler. Quand on part de Tahiti, donc une île relativement jeune, il y a une multitude de passes. On arrive ici à Maupiti, il n'y a plus donc qu'une seule passe, ce qui rend d'ailleurs ces courants d'autant plus puissants qu'il n'y a plus qu'un seul endroit où le flux des marées s'exerce. Oh là là, regarde ça, regarde! Frontière entre le large et le lagon. Hein. Ça se mérite la tranquillité du lagon. Hein. Ça se mérite, ouais, au passage.
L'originalité de Maupiti est la vidange de son lagon par son unique passe, même à marée montante. Elle est si étroite que le cycle des marées n'inverse pas le courant. En fait, l'océan remplit le lagon en passant par-dessus la barrière de corail sur toute la périphérie de l'île. En général, les lagons sont peu profonds et tapissés de débris arrachés aux récifs barrières, au point de former parfois des îlots que l'on appelle des motus. Mais le vrai trésor biologique de ces îles se trouve du côté de l'océan, sur la pente externe de la barrière de corail, exposée au grand large. Le jardin des océans. C'est incroyable de voir que le corail nourrit, protège, construit tout cela à partir d'un tout petit animal que l'on appelle le polype de corail, qui divague dans l'océan jusqu'à ce qu'il se fixe sur un substrat et qu'il passe avec une algue ce pacte d'association à partir duquel toute la vie peut commencer. Sans l'association avec cette algue unicellulaire, le corail serait incapable d'édifier des constructions aussi gigantesques. Il faut savoir que dans 1 cm3 de corail, il y a plus d'1 million de cette algue unicellulaire. Qu'est-ce que l'algue apporte au corail et qu'est-ce que le corail apporte à l'algue? Alors, le vrai intérêt pour le corail, c'est le fait que l'algue a tendance à stabiliser la réaction chimique qui fabrique le carbonate de calcium, c'est-à-dire le minéral que constitue le corail. Le calcium, c'est ce qui devient du calcaire, qui forme ces édifices coralliens. Exactement. C'est une course à la survie et une course à la lumière. Il faut savoir que le polype, dans sa construction, a une sorte de conscience que ces algues ont besoin de lumière. Donc, comme un végétal, il se développe jusqu'à la surface, vers la lumière. Ce qui est intéressant quand on observe et qu'on analyse comme ça une petite patate de corail, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un peu comme si on opérait une réduction d'échelle. C'est une petite île en soi qui abrite une foule d'espèces animales et végétales, toutes associées les unes aux autres. Je vais essayer avec mon pointeur laser de te montrer quelques espèces qui vivent vraiment profondément cachées dans le corail. Regarde ce crabe de corail à l'intérieur, tu le vois là? Au plus profond des massifs coralliens, protégés des regards et des prédateurs, une microfaune s'agite entre les branches du corail. Si certains animaux se contentent de s'y réfugier la nuit ou à la moindre alerte, pour de nombreux poissons, crustacés et coquillages, l'univers se résume à cet entrelac obscur qu'ils ne quittent jamais. Ces espèces sont encore mal connues des scientifiques qui chaque année en découvrent de nouvelles. Laurent va essayer de montrer à Nicolas l'une d'entre elles. Bien que très commun, peu de plongeurs soupçonnent l'existence du poisson velours. Ah voilà, en voilà un. Voilà, donc là j'ai isolé un petit poisson velours, une espèce vraiment originale, insolite, hein, c'est-à-dire qu'on est habitué aux poissons à écailles très lisses. Ce poisson-là est recouvert d'un duvet, un véritable duvet, d'où son nom de poisson velours. C'est un poisson qui vit toute sa vie à l'intérieur d'un Pocillopora comme celui-ci. Regarde le poisson trompette là. Je crois que c'est un copain à toi là maintenant. Si le corail et les lagons ont fait la réputation de la Polynésie, plus au nord-est, il existe un archipel qui en est dépourvu en raison de ses eaux troubles et plus froides, filtrant la lumière si précieuse au corail. En direction de l'équateur, à 1400 km de Maupiti, les îles Marquises les plus isolées et les plus sauvages de toute la Polynésie française passent aussi pour être le point de départ des grandes migrations humaines
vers les sommets du triangle polynésien. Nuku'iva, l'île principale de cet archipel, résonne toujours du chant des cochons, un animal fétiche importé par les premiers Polynésiens. Aucun mammifère n'a jamais atteint ces côtes par ses propres moyens, pas même une chauve-souris. Longtemps sans prédateurs, les Marquises étaient devenues le royaume des oiseaux. L'arrivée des navires européens, avec leurs cohortes de virus, de plantes envahissantes et d'animaux nuisibles, a considérablement modifié l'ordre naturel de l'évolution de ces îles vierges. Il existe pourtant encore une île susceptible de constituer un réservoir des espèces menacées. C'est Wauka. Autour d'elle, de nombreux petits îlots sont déjà des refuges pour les oiseaux marins qui ont réussi à développer des populations gigantesques. Wauka a été préservé parce qu'aucun cargo ne peut y accoster. Aucun rat noir n'a donc pu débarquer. Ce rongeur agressif est le pire ennemi des volatiles. Allez, tu viens devant. Tu viens par devant. Par devant? Ouais. Tu prends la corde, hein? Ouais. Je te tenir, il ne faut pas, ne t'inquiète pas. D'accord. Non, c'est bon, c'est bon. C'est le chauffeur. Allez, devant. Tu sautes. En même temps, tu soulèves ta main pour monter. Hein? D'accord. Tu prends la corde. Marche encore en devant. Marche encore devant. Attends, hein, attends. Hein. Vas-y, vas-y. Arrière, arrière. Voilà. Allez. Caroline Blanc-Villain, vétérinaire, a dédié ces 2 dernières années aux oiseaux de Polynésie qu'elle considère comme extrêmement menacés. Pour elle, Wauka est l'ultime refuge des oiseaux terrestres, patrimoine naturel des Marquises qu'il faut préserver à tout prix. Ces sternes qu'elle observe pour la première fois ne sont pas en danger. Mais cet îlot est remarquable à bien d'autres égards. Des dizaines de milliers d'oiseaux marins viennent nicher sur ce caillou. Caroline marche lentement, infiniment respectueuse de ses habitants. Tous les 3 jours, si l'état de la mer le permet, les habitants de Wauka ramassent les œufs. Les laisser plus longtemps provoquerait l'arrêt de la ponte chez les femelles, concentrée alors sur la couvaison. Cette collecte peut sembler un véritable pillage, mais son impact sur la population de sternes a été soigneusement étudié. Un autre îlot interdit aux hommes constitue une nurserie très efficace et assure depuis des siècles la pérennité de la colonie. Cet enfant va remplir 7 seaux comme celui-ci. Il devra bénévolement partager sa récolte avec les habitants de l'île. Aucun commerce de ces œufs n'est autorisé. Ici, l'homme partage ce que Dame Nature lui donne. Caroline Blanc-Villain est de retour sur Wauka, 1 an après avoir mené une opération de réintroduction d'un oiseau faisant figure de rescapé, mais toujours un symbole pour les Marquisiens,
le pigeon géant. 2 couples et un juvénile de cette espèce ont été capturés sur Nuku-Hiva, puis relâchés sur Wauka pour tenter de créer une population de sécurité. Un campement de fortune a été dressé pour permettre aux vétérinaires de mener à bien ses recherches. Caroline part seule dans la forêt de Bagnan, au milieu des vestiges d'anciens villages marquisiens où règne encore l'esprit d'une civilisation païenne. Dans ces grands arbres nichent la plupart des oiseaux. On estime à environ 30 000 ans le temps nécessaire pour qu'un couple d'oiseaux terrestres en provenance d'un continent débarque accidentellement sur une île océanique comme Wauka. Sans retour possible, celui-ci est condamné à s'adapter à son nouveau milieu ou à mourir. Si descendants du couple il y a, ceux-ci vont se distancier progressivement de leurs origines et devenir une autre espèce. C'est le phénomène de spéciation qui conduit à l'endémisme. Ouais, voilà, un houpé. Oh, il est magnifique. Malgré son apparence banale, le houpé est le plus grand pigeon du monde, reconnaissable à son excroissance de cire située à la base de son bec. Des milliers d'années d'évolution lui ont permis de se différencier peu à peu de ses ancêtres continentaux, arrivés sur ces îles perdues du Pacifique, on ne sait par quel hasard. Aujourd'hui, cet oiseau est le symbole des espèces terrestres en voie de disparition dans les îles Marquises, dont la liste s'allonge. Avant l'arrivée des Marquisiens, il y a 1600 ans, et surtout des Occidentaux, il y a 2 siècles, l'aire de répartition des houpés s'étendait sur les 6 îles de l'archipel. Il n'existe plus que 250 individus sur Nuku-Hiva, et la population risque de s'éteindre dans les 5 prochaines années. Face au fléau du rat noir, un couple de pigeons géants introduit sur cette île refuge est peut-être la seule façon de mettre l'espèce à l'abri de l'extinction. Le pari est loin d'être gagné, mais pour Caroline Blanc-Villain, c'est déjà une immense satisfaction de le savoir encore en vie, 1 an après sa réintroduction. Ouais, je suis vraiment contente de les revoir. Non, c'est vraiment un oiseau très très attachant parce que déjà il est curieux de l'homme, c'est pas un oiseau qui fuit, donc ça le rend malheureusement facile à chasser. Et puis il a aussi un rôle très très important pour l'écologie des îles parce que comme c'est un mangeur de gros fruits, il a un bec extensible, il peut avaler des fruits jusqu'à 7 cm de diamètre, ce qui est énorme. Donc il véhicule d'une vallée à l'autre les fruits des arbres à gros fruits. Et donc comme ça, il assure la régénération des espèces végétales de ces îles. Donc c'est très très important pour l'écologie de sauver à la fois l'oiseau. Ça permet de sauver l'écosystème de ces îles qui sont très très fragiles. Dans ces grands arbres, Wauka recèle un autre trésor désormais sauvegardé. Oh, on a de la chance là. Donc c'est le piiti, c'est le lori ultramarine. C'est un des plus beaux oiseaux des Marquises et de Polynésie en général. Il en reste une population viable juste ici, sur cette île. Ce qui s'est passé, c'est que initialement cette perruche vivait dans 2 îles des Marquises. Et puis il y a un instituteur qui travaillait dans une de ces îles qui a amené un premier couple de perruches sur l'île de Wauka. Et puis bon, un des oiseaux est mort, alors il a relâché le second.
Puis il est retourné travailler sur cette île. Il a repris un autre couple qu'il a ramené ici. Là aussi, un des oiseaux est mort pendant le transport, mais il a quand même relâché l'oiseau survivant. Et puis à partir de ces deux oiseaux uniques, il y a une population maintenant incroyable de 1500 loris. Donc la population a été sauvée par cet instituteur. Alors là, on a deux amoureux. Ils sont en train de se faire un toilettage mutuel. Oui, ça devient de plus en plus précis, mais on va avoir un accouplement direct là. On les dérange pas du tout là. Ils sont complètement captivés l'un par l'autre. Ils se laisseraient presque tomber sur le sol. Hein. Ils sont agrippés l'un à l'autre et puis le ventre collé. Ouais, c'est vraiment très très tendre hein, parce que on pourrait presque croire qu'ils s'accouplent ventralement. Hein. C'est rare ça chez les oiseaux. Hein. C'est d'habitude beaucoup plus bref, beaucoup moins tendre. Là, c'est vraiment adorable. Voilà. Puis c'est vraiment une espèce de toute beauté. Robert Sulpice est un habitant de Wauka, chargé de la protection des oiseaux de l'île. Et c'est avec les enfants qu'il préfère travailler. Pour lui, la conservation des espèces commence par une éducation appropriée dès le plus jeune âge. Les enfants adorent voir et toucher ce qu'on leur demande de respecter. Ils aiment qu'on leur raconte les histoires de ces animaux qui ont failli disparaître, surtout quand celles-ci se terminent bien. Les enfants ont apporté à Robert cette perruche dont les ailes étaient engluées par la sève d'un arbre. Incapable de voler, Robert l'a nettoyée et nourrie pendant plusieurs semaines. C'est le moment de leur montrer que grâce à eux, un oiseau va retrouver la liberté. Souhaitons aux pigeons géants des Marquises le sort de cette perruche lorie ultramarine aux plumes couleur lagon. Nicolas et Laurent Balesta ont débarqué sur Maupiti, un petit diamant presque oublié des îles sous le vent, à quelques milles de Bora Bora. Sa passe réputée dangereuse a longtemps contribué à sauvegarder son caractère de coin de paradis. Tiens, tu vois l'oiseau blanc là à droite? Ouais. Ça c'est un paillanqueux, non? Ouais. Paillanqueux, voilà. Là la passe elle est bien visible. Ce qui est magnifique c'est cette espèce de brume qui se lève au-dessus des vagues qui viennent taper le récif. T'imagines la difficulté pour les premiers navigateurs de passer de la houle du large à ce havre de paix à l'intérieur du lagon. Ça a dû en étonner plus d'un. Et d'ailleurs, au nombre des gens qui ont croisé dans ces parages, le fameux Darwin, à qui décidément l'on doit les théories les plus futuristes, en tout cas à son époque, et qui se sont avérées longtemps après parfaitement exactes. Ils ont été prouvés après par vraiment de la recherche. Ah oui, c'est ça qui est dingue. Et il avait le premier émis l'hypothèse que les atolls étaient d'anciens édifices volcaniques qui s'étaient... Avec une vision vraiment naturaliste des choses. Hein. Il a compris tout simplement qu'un volcan pouvait sortir de l'eau, qu'un récif allait se développer tout de suite à sa périphérie. Hein. Il allait le cercler. Ah, exactement. Et puis ensuite, ce volcan, sujet à l'érosion et à la subsidence, il allait s'enfoncer, tandis que lui, le corail, lui, allait pousser, continuer à se maintenir en surface. L'espace entre le volcan qui s'enfonce et cet anneau corallien, c'est le lagon, voilà, qui se forme progressivement. Et puis à un moment donné où l'île disparaît complètement, il ne reste plus que la couronne corallienne. Et là, ça, c'est l'atoll. D'accord. Et là, à cette hauteur, on voit bien que cette couronne récifale est le périmètre quasi exact de ce qu'était l'ancien volcan. Tout le reste maintenant s'est enfoncé, submergé par des strates de corail, à l'exception de cette arête qui est probablement une fraction du cône volcanique. Alors, on est dans un presque atoll, l'étape ultime de l'île haute.
Voilà, 6 millions d'années pour fabriquer un atoll entre le moment où le volcan sort de l'eau et le moment où il n'y a plus que l'anneau corallien. Tout ça se fait dans cet axe-là. On devine là, voilà, dans la brume, Bora Bora, plus loin Tahiti. Et par contre, dans cette direction, les atolls. C'est la prochaine étape pour cette île. Et après, la phase ultime, c'est lorsque l'atoll lui-même disparaît, c'est-à-dire quand le corail ne peut plus faire face à l'enfoncement de l'île. Et à ce moment-là, ça donne ces fameux guyos qui sont des atolls submergés. Que les habitants de Maupiti se rassurent. Il faudra encore quelques millions d'années avant que leur île sublime ne disparaisse dans les profondeurs de l'océan. Pour Nicolas et Laurent, l'appel des eaux turquoises se fait irrésistible. Il est temps pour eux de rejoindre l'archipel des Tuamotu, une autre constellation d'émeraudes dont les cônes volcaniques ont disparu à tout jamais. Du cône volcanique qui trônait au-dessus du lagon, il ne reste plus rien. Rongé par l'érosion et la subsidence, il a disparu dans les eaux turquoises comme tous les volcans des Tuamotu. L'unique empreinte de leur existence préhistorique reste pour chacun d'entre eux un anneau de corail. Ce sont les atolls. Ils composent aujourd'hui l'un des 5 archipels de la Polynésie française. Nicolas Hulot et Laurent Balesta sont à Fakarava, l'un des plus grands atolls des Tuamotu. Ils se dirigent vers sa gigantesque passe, large de 800 mètres. Elle est le lieu stratégique de toutes les rencontres sous-marines, la trachée artère d'un lagon immense où l'on ne sait plus de quel côté se trouve l'océan. Point mort, c'est bon? Allez, allez les gars. Le bateau a largué les plongeurs côté océan. Fidèle à la pente externe du récif, la Raimanta, la plus grande et la plus pacifique des raies, patrouille flanquée de ses éternels rémoras. Elle guette le plancton qui sortira de la passe. La passe est un endroit privilégié pour la plongée, car elle concentre une faune exceptionnelle. À sa sortie, les requins gris règnent en maître. Ils sont à l'extrémité de la chaîne alimentaire, à l'endroit précis où le lagon se déverse dans l'océan. Ils sont le dernier maillon à bénéficier de ces eaux enrichies. Mais impossible pour les plongeurs de suivre ce petit groupe de squales, le courant nourricier est trop violent. En Polynésie, toutes les plongées en passe se font courant entrant lorsque la marée montante remplit le lagon. Les plongeurs sont entraînés dans sa direction, en sécurité, au lieu d'être expulsés et aspirés vers les profondeurs du grand large. Les hommes peuvent alors planer en toute quiétude au-dessus de la plaine de corail, tapissant le fond de la passe.
Nicolas et Laurent se protègent du courant en se mettant à l'abri d'une légère dépression du relief. Les premiers bancs de poissons apparaissent, cherchant eux aussi à économiser leur énergie dans ce contre-courant. Cet endroit est une oasis sous-marine. Un banc de surmulets jaunes forme sa boule dissuasive. La stratégie est double. Intimider par l'énormité du banc et semer la confusion par son aspect compact, rendant chaque individu indistinct. Sûrs de leur stratégie, les surmulets sont peu farouches et les plongeurs s'intègrent facilement à la formation. En rang serré le jour pour se reposer, dispersés la nuit pour se nourrir du plancton de la passe, les copas, petits poissons rouges capables de changer de couleur en fonction de leur humeur, ferment le bal. Autour de ce petit monde merveilleux, tournent quelques requins isolés en quête d'un individu resté à l'écart des rassemblements. C'est le cœur de la passe, là où la densité des poissons est la plus grande, du plus petit organisme au plus grand prédateur. Le courant s'estompe, signifiant à Nicolas et Laurent qu'ils ont pénétré dans le lagon. Mais le spectacle continue. Le comité d'accueil est là. Des requins pointe noire et pointe blanche de récif. Coutumiers de ces lieux, ils ne surprennent ni n'impressionnent outre mesure les plongeurs. Ces requins ne sont pas dangereux pour l'homme. L'attitude obstinée de celui-ci est probablement due à un appât perdu par un pêcheur ou à un poisson blessé par un chasseur sous-marin. Une petite démonstration du flair de ce poisson et de sa capacité incroyable à détecter la moindre goutte de sang diluée dans 1 million de litres d'eau de mer. C'est l'un des odorats les plus perfectionnés du règne animal. Alors on a quitté la grande passe de Fakarava. On va mettre le cap sur un autre atoll à Pataki. Et entre les deux, on va retrouver le large, l'immensité de l'océan Pacifique. Et ça permet de prendre la mesure de ce contraste incroyable entre, d'un côté, l'exubérance de la vie, ces espèces de jardins du Pacifique que sont ces lagons, et la pauvreté toute relative du large. Tout ça pour expliquer que pour qu'il y ait la vie, il faut réunir 2 conditions. Il faut de la lumière, c'est la première chose. C'est vrai que l'océan du large en bénéficie, mais il faut aussi des éléments minéraux, des sels nutritifs qui sont, eux, cantonnés au fond des océans. Ce sont les débris de l'érosion de tous les organismes depuis quasiment la nuit des temps. Et pour que ces éléments soient disponibles à la chaîne de la vie, il faut bien qu'ils remontent à la surface. Les îles hautes, les atolls, peuvent créer à leur base, donc à 3000 mètres de profondeur, des tourbillons qui font remonter sur les flancs du volcan, de l'ancien volcan, ces eaux profondes. Donc ces eaux arriveraient à la surface où il y a la lumière. Buté sur l'édifice. Et on a bien senti d'ailleurs, quand on a plongé dans la passe tout à l'heure, à un moment on a ressenti la remontée de ces eaux froides, chargées probablement d'éléments nutritifs. Il y a une autre théorie qui explique cette remontée de sels minéraux, c'est celle de l'endoupwelling. On pense que le récif corallien, c'est du calcaire poreux,
et que par un effet de mèche, hein, comme une mèche dans une lampe à Par pétrole, capillarité. voilà, ces éléments minéraux remontent vers la surface et viennent enrichir à la fois le récif et également arrivent à percoler jusqu'à l'intérieur du lagon. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que la lumière et que les éléments nutritifs sont réunis, alors tout est possible parce que les algues sont capables de procéder à la fameuse photosynthèse, c'est-à-dire transformer les éléments minéraux disponibles en substances organiques. Donc c'est le début du vivant. Sous la coque du catamaran quittant la passe de Fakarava, le lagon se vide. Entre 5 et 15 mètres de profondeur, des poissons plutôt solitaires durant le jour se sont rassemblés en grand nombre et entament une chorégraphie de plus en plus frénétique. Lorsque le soleil tombe à l'horizon, c'est l'orgie. Une femelle et quelques dizaines de mâles se ruent vers la surface. Tout se joue en un éclair. Seuls témoins de leur pulsion de reproduction, ces petits nuages blanchâtres suspendus en pleine eau. L'empressement des mâles se justifie. Aucun accouplement physique n'a lieu. Seul le plus rapide voit sa semence récompensée. Plus près de la femelle il se tient, mieux s'opère au gré du courant la fécondation des œufs qui deviendront larves vivantes. Œufs et larves sont des proies faciles. Heureusement, la plupart sont emportés vers le large, à l'abri des nombreux prédateurs du récif. Quelques semaines plus tard, les œufs rescapés se sont développés. Les larves et les juvéniles reviennent vers l'atoll. Projetés par les déferlantes au-dessus du récif barrière, ils profitent de la nuit pour pénétrer dans le lagon. Laurent Balesta a passé 16 mois sur les récifs à pêcher les larves qui bouclent ici leur grand itinéraire pélagique. Pour les scientifiques, la capture est la seule façon de les étudier et chaque prise réserve son lot de petites surprises. La recherche menée depuis 10 ans par des équipes de l'école pratique des hautes études de Perpignan et du service des ressources marines de Polynésie a révélé le cycle de vie original des poissons lagunaires, mais aussi son importance capitale dans le fonctionnement de l'écosystème récifal, son lien avec les phases de la Lune et les saisons. Oh, mais ça n'a pas l'air mal, hein? Il y a des gros aussi. Zanclus cornicus. Lui, il arrive tout droit de l'océan. Là. Il a encore sa longue nageoire océanique. Là. Elle est bien transparente. On voit sa bien latérale et tout. Déjà son bec. Si les larves minuscules et translucides ne ressemblent pas à leur forme adulte, leur retour dans le lagon accélère leur métamorphose. Les organes disparaissent rapidement sous une robe d'écailles multicolores et la larve passe au stade juvénile. Pour ces jeunes poissons, il reste encore à trouver un lieu sûr de résidence à l'intérieur du lagon. Mais le chemin est encore long avant de pouvoir dormir tranquille, comme ce poisson perroquet adulte qui fabrique chaque soir son nid gélatineux dissuasif, bercé par le courant. D'autres espèces mettront au contraire la nuit à profit pour partir en chasse. Au cours de la traversée, le catamaran de Nicolas et de Laurent a fait escale sur Apataki. Comme de nombreux atolls des Tuamotu, celui-ci prospère grâce à la perle noire.
Alfred Lowe possède sa propre ferme d'huîtres perlières, totalement isolée sur un îlot de corail recouvert d'une forêt de cocotiers nonchalants où se cache une étrange créature. En fait, quand on les cherche plutôt par terre ou plutôt en l'air? Enfin, la nuit, plutôt par terre et autour des arbres, des cocotiers. C'est quand même marrant de se dire qu'on cherche un crustacé, hein, un animal a priori aquatique au milieu de la végétation terrestre. Hein. En fait, paradoxalement, la colonisation terrestre des atolls est considérablement faible et pauvre. Hein. Extrêmement faible. Hein. À part les oiseaux, on va dire que il n'y a pas d'animaux terrestres, disons, du moins qui n'ont pas été apportés par l'homme. Hein. Ensuite, l'homme a amené en premier lieu les rats avec les bateaux, et puis a introduit les chiens et d'autres mammifères utiles. Et le seul animal, on va pas dire remarquable, enfin qui est quand même assez spectaculaire, c'est celui qu'on est en train de chercher, c'est le fameux crabe des cocotiers. Crabe des cocotiers ou caveo. Contrairement à son appellation, il n'est pas véritablement un crabe, c'est un crustacé. Ouais, mais c'est plutôt une pagure, hein, c'est-à-dire un Bernard l'ermite. Ouais. Les Bernard l'ermite, pour explication... Ce sont des squatteurs, hein, c'est-à-dire qu'ils récupèrent une coquille morte de mollusque, hein, d'un escargot de mer, d'un coquillage, et logent leur abdomen à l'intérieur. C'est ça qui est curieux. Tiens, voilà. Où? Ah oui, en voilà un. Allez, Laurent, attrape. Où ça? Allez, je l'attrape. Tu me fais prendre des risques, là. Ah oui, c'est plus du tout la même taille, on joue pas. Ça et encore là, tu confirmes, mais il est tout petit celui-là. Hein. Il y a encore beaucoup plus grand. Ah ouais. Le double, même presque le triple que ça. Et normalement, il devrait habiter une coquille de coquillage, comme tous les Bernard l'ermite, comme celui-là d'ailleurs. Ouais, exactement. Mais vu la taille gigantesque qu'il a atteint, j'imagine que le temps éventuel passé à chercher une coquille pour s'y loger... On la lâche ce crabe parce qu'il va te mordre. Il va me mordre? Ah oui. Le petit, celui-là? Ça fait très mal. Ah ouais, ça fait mal? Et j'imagine que l'énergie passée à chercher une coquille à sa taille, finalement, plus une perte de temps, du moins par rapport à la protection qu'il tirait d'une coquille. Et ma foi, il se contente de protéger son abdomen, on l'a vu en le rabattant sous son thorax, et n'a plus ce problème. Incroyable. Tu as vu les couleurs un peu du rouge, du bleu, du jaune? C'est magnifique. Hein. Il y a des violets, il y a même les blancs, les plus rares. On peut regarder l'abdomen là? Tu le prends comment tu le prends? Tu attrapes les deux pattes avant là, ça et ça. Ici? Vas-y, ouais. Prends, hop là, aux pattes ici là, ouais. Celle-là. Ouais. Tu serres les deux en même temps. Ouais. Tu serres les deux en même temps. Comme ça? Voilà. Tu ne mets pas trop les doigts en bas. Voilà. Ouais, tu vois, là, on voit l'abdomen mou. Hein. Il y a quelques... Il y a l'abdomen. D'accord. Et c'est cette poche-là qui va être remplie d'eau de mer quand il va aller se muer. Ouais, quand il mue, en fait, il s'enterre. Hein. Et avant de fermer tout son trou, il va lâcher l'eau de mer qui est à l'intérieur. Et ça va lui servir pour protéger contre les fourmis ou bien les autres prédateurs. Pourquoi? Une fois qu'il a plus sa coquille pour protéger sa chair, c'est les fourmis qui vont le manger. Et quand il mue, il s'enterre? Ouais, il est vulnérable. C'est le seul moment où il est vulnérable. Hein. Donc il n'a plus de carapace dure comme ça pour le protéger. Et donc après, il s'enterre, il s'enrobe d'une pellicule d'eau qui empêche les insectes de venir. Bien vu. Et alors en même temps, quand il va au bord de l'eau, c'est aussi pour remplir ses branchies? C'est un crustacé, il ne peut pas respirer l'air ambiant. Là, quand il respire par l'eau qu'il a dans ses branchies. Les branchies sont dans un système fermé, hein, si tu veux. Et donc il peut en tirer l'oxygène dissous. Incroyable. Il y a une raison qui l'attache à la mer, c'est la reproduction. Il est obligé de retourner à la mer pour lâcher ses œufs. Ça, c'est ses liens originaux, quoi. Ouais, on sent que le cordon ombilical n'est pas tout à fait coupé, même s'il est très bien adapté au système terrestre. Il a encore des attaches marines importantes. C'est un bel exemple d'évolution pour occuper une niche écologique qui était vacante, quoi. Ouais, sur ces atolls. Ouais. On a du mal à imaginer que deux animaux de la même famille. Je fais attention, tu m'as dit que ça
C'est bon. C'est vrai? Bon, et ben on va le laisser Aller chercher une coco. monter au restaurant. Allez. Le voilier a quitté Apataki pour rallier Rangiroa, le second plus grand atoll du monde. Son anneau déstructuré de 78 km de long sur 26 de large, coupé par 2 passes, peut à lui seul contenir l'île de Tahiti tout entière. Cet atoll remarquable abrite la majeure partie des Pomotu, les habitants des Tuamotu, peuple de pêcheurs longtemps isolés dans le Pacifique, à 300 km de Tahiti. Avant d'entrer dans le lagon de Rangiroa, Nicolas et Laurent décident de s'immerger dans le Grand Bleu, à seulement quelques centaines de mètres du récif et avec presque 1000 mètres de profondeur sous leurs palmes. Par curiosité et de nature très joueur, les dauphins accompagnent les plongeurs équipés d'un scaphandre recycleur. Ce nouveau type d'appareil offre une incroyable autonomie et évite les bulles grâce à un système de recyclage du gaz expiré. L'approche de la grande faune sous-marine s'en trouve facilitée. Ici, c'est le territoire des grands prédateurs. Pour survivre dans cet univers immense, les animaux doivent être en mesure de détecter le moindre mouvement et la moindre odeur à de très grandes distances. Des millions d'années d'évolution naturelle ont permis la sélection des mieux armés. En Polynésie, le vainqueur toute catégorie, le maître des lieux, est le requin du large. Carcharinus albi marginatus, ou tapété comme le nomment les Polynésiens, reconnaissable à ses pointes de nageoires blanches, est le premier à avoir détecté la présence de Nicolas et de Laurent. En général, le cœur s'accélère à la seule vue de ce squale, car les plongeurs expérimentés savent parfaitement à qui ils ont affaire. Grâce à ses organes d'électrolocation, le requin en maraude détecte très vite le stress des hommes, tout comme il est capable de ressentir la détresse d'un poisson blessé ou sa simple présence dans l'obscurité. En prévision de telles rencontres, Nicolas et Laurent se sont armés de débordoirs, au cas où la curiosité du requin se transforme en appétit féroce. Ici, pour survivre, il faut se satisfaire de ce que l'on trouve. Si les hommes laissent faire cette bête magnifique, il n'est pas exclu qu'elle tente de goûter au néoprène des combinaisons. Tant que les plongeurs peuvent se concentrer sur un seul individu, le danger est moindre. Dès qu'ils sont 2, il faut redoubler de vigilance, et à 3, ça se complique. Au-delà, il est impératif d'adopter la position de défense mutuelle. Il était temps que les plongeurs se collent à la pente externe du récif pour mieux maîtriser l'espace dans lequel ils ne sont que des piètres nageurs.
Malgré toute la prudence dont ils font preuve, trop de requins tournent autour d'eux. Un des squales bouscule Laurent pour tester la matière. Potentiellement dangereux, peu d'attaques lui sont attribuées. De nos jours, la psychose du requin mangeur d'hommes devrait peut-être laisser la place aux problèmes écologiques liés à l'homme, mangeur de requins. Tant de remue-ménage a attiré d'autres curieux. Un banc de carangues à gros yeux profite de la présence des tapétés pour venir se frotter contre leur peau extraordinairement abrasive. Acte suicidaire? Pas du tout. La carangue est vive comme l'éclair et malgré sa proximité avec le grand prédateur, elle échapperait facilement aux requins si nécessaire. Mais le requin préfère attaquer des proies malades, vieilles ou blessées. Dans le grand océan, il n'y a de la place que pour des individus en possession de tous leurs moyens. Nicolas et Laurent approchent de la passe. Les réras ou requins gris ont fait la réputation de Rangiroa. Par dizaines, quelquefois par centaines, ils se rassemblent à la sortie de la passe entre 40 et 60 mètres de profondeur. Malgré leur nombre impressionnant, ces requins très territoriaux inquiètent moins les plongeurs que le requin du large. Aussi, le spectacle est-il savouré dans une plus grande sérénité. Dans les Tuamotu, le corail, vivant ou mort, est omniprésent. Il est la matière première des paysages aériens et sous-marins. À l'île au récif, au sud de Rangiroa, ces étranges labyrinthes pétrifiés par le soleil, sculptés par les vents et les vagues, sont d'anciens massifs coralliens. Autrefois immergée, cette partie du récif a basculé hors de l'eau il y a 6 millions d'années, soulevée par l'enfoncement de l'île de Tahiti lors de sa formation. Nicolas et Laurent, tout juste sortis de l'eau, se faufilent entre les blocs tranchants comme des rasoirs. Ils cherchent à atteindre un autre lieu tout aussi stratégique que la passe et que les Polynésiens nomment le Hoa. Un passage où l'eau fraîche de l'océan vient remplir le lagon. Des centaines de Hoa parsèment les 200 km du récif de Rangiroa. Ils renouvellent et oxygènent sans cesse l'eau du lagon. Ils en sont les indispensables poumons et les garants du cycle de vie de tous ses habitants. C'est l'océan qui remplit le lagon. On n'est pas dans un torrent de montagne, il y a le lagon d'un côté, l'océan. Et donc là, d'un point de vue scientifique, c'est intéressant d'y travailler. Ouais, ça fait un entonnoir pour vous. Voilà. Et donc on y observe beaucoup mieux toutes les entrées de larves. Quel intérêt pour vous d'étudier les larves? Comprendre un peu le cycle de la vie des poissons. On s'étonne toujours de l'endémisme, tu vois, le fait qu'une espèce soit à un seul endroit. Mais quelque part, c'est encore plus étonnant de se dire qu'une espèce peut rayonner quasiment sur plusieurs océans. Ou même sur la planète. C'est bien qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait interconnexion, qu'une larve change d'archipel comme ça, et au fur et à mesure, que l'espèce puisse être homogénéisée d'un point de vue planétaire. Et ça, finalement, c'est bien plus étonnant qu'une espèce isolée. Il y a combien de larves qui arrivent à maturité? Ouais. C'est variable selon les espèces. Il y a des espèces qui font plus d'œufs, d'autres qui en font beaucoup plus. Mais globalement, il y a seulement une larve sur 1 million, un œuf sur 1 million, qui deviendra un poisson adulte. Mais très peu. Et tout le reste nourrit les autres poissons. Nourrit c'est
sert de pâture. Peut-être aussi ne trouve jamais la route. Hein. Oh là là. Là, il y a du mer. Là, il y a des larves qui passent. Il y a des larves qui passent. Elles ont une action sur leur itinéraire ou elles subissent le courant? Ben ça, c'est assez intéressant. Globalement, c'est du plancton dans un premier temps, c'est-à-dire plancton qui navigue au gré des courants, donc qui se laisse porter. Mais on s'aperçoit que les retours les plus importants sont au moment de la nouvelle lune, quand le ciel est vraiment noir. On a observé aussi un pic à minuit. À minuit, il y a plus de larves qu'à 11h ou qu'à 1h du matin. Tout ça montre bien qu'à un moment donné, il y a une séparation. On n'est plus du plancton, on devient du necton, c'est-à-dire on est capable de nager, de se déplacer. Et c'est le début de sa vie de poisson à proprement parler. Planctos en grec, ça veut dire? Ah, c'est au gré des courants. Qui erre. Qui erre au gré des courants. Allez, à tout de suite. J'aime bien l'idée qu'il y a des petites larves de poissons qui vont probablement, ou peut-être, si le hasard s'en mêle, aller coloniser d'autres atolls. En tout cas, il y a une chose dont on a pris un peu plus conscience ce soir, au fil de cette chronique insolite des îles, c'est cette espèce de permanence de la beauté à toutes les étapes de la dynamique du vivant. C'est vrai que tant de beauté nous interpelle tout simplement sur sa raison d'être. Et on peut peut-être considérer que cette beauté est un langage en soi, que nous ressentons tous, qui que nous soyons, mais qu'on ne sait pas encore interpréter. Puis il y a quelque chose qui nous a particulièrement marqué avec Laurent Balesta dans le voyage de ce soir. Ce sont ces étapes et ces événements qui préparent à la vie. Ce subtil mélange de hasard et de nécessité, comme se plaisait à le dire le célèbre biologiste Jacques Monod. Regardez cette naissance, par exemple, des îles volcaniques au fond des océans qui vont profiter de la faiblesse ou des caprices de l'écorce terrestre. Puis ensuite, au gré de leur pérégrination, ces petits polypes de corail minuscules qui vont à leur tour profiter de ces îles volcaniques. Que dire encore de ces remontées de sels nutritifs du fin fond des océans où ils reposent depuis des milliers d'années et que toute cette soupe va nourrir à son tour tous les animaux et tous les végétaux qui vivent dans le récif de corail. Voilà, cette chronologie fantastique ne nous laisse pas indifférents et en tout cas, si tout ça ne s'apparente pas à du merveilleux, alors bonsoir.